Le port de Dunkerque s'est fixé pour objectif, d'ici 2032, d'accueillir 7 fois plus de conteneurs. Pour cela, il envisage de creuser un nouveau bassin et d'aménager des quais et des zones logistiques dans le port ouest. Il propose une solution, le bassin atlantique. Et une variante, le bassin baltique. Compte tenu des impacts importants de ce projet, un grand débat a lieu du 18 septembre au 22 décembre 2017. Une commission, composée de citoyens neutres et indépendants, a été désignée pour l'organiser. La filière conteneur a-t-elle vraiment de l'avenir? La place de l'industrie dans le port serait-elle préservée? Ce projet permettrait-il de créer les 16 000 emplois directs et indirects annoncés? Quel type d'emploi et pour qui? Quels seraient ses impacts sur l'environnement, sur le bruit et la sécurité routière? Et sur la qualité de l'air? Sur l'accès à la mer? Les routes, les voies ferrées et les canaux permettraient-ils d'acheminer ces conteneurs? Les objectifs du port sont-ils crédibles? Et ce projet est-il souhaitable? Pour que chacun puisse s'exprimer sur ces questions, vous êtes invités à des rencontres sur l'ensemble du Dunkerquois, sur les places, dans les centres commerciaux, dans les entreprises et les écoles. Ce projet vous concerne. Prenez la parole. Votre avis comptera dans la décision. Bonsoir. Merci à vous de prendre sur un peu de votre temps pour vous intéresser à un sujet d'avenir qui est le projet de nouveau bassin dans le port de Dunkerque, et ce qui montre bien que quand on donne à nos concitoyens la possibilité de donner leur avis et de s'exprimer, ils répondent présents. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie qui nous accueille, Monsieur Lavallée, qui nous permet de travailler dans des bonnes conditions. Soyez remerciés, ainsi que vos services qui ont aidé à la préparation de cette soirée. Je vous présenterai le programme de notre séance. Le maire de Dunkerque, selon la tradition républicaine du débat public, nous sommes une institution de la République, nous accueillera. Le président Christian Léry, président de la Commission nationale du débat public, vous en présentera le rôle et le fonctionnement et les missions. Monsieur le préfet de région, je vous remercie également d'être présent ce soir et qui montre l'importance qu'il attache à ce débat public, dira quelques mots. Je présenterai moi-même, puisque c'est la séance d'ouverture, à la fois la façon dont nous avons travaillé, puis les règles du jeu. Il faut bien s'entendre avant le match sur la façon dont fonctionnent les règles. Et Monsieur Raison présentera au nom du Grand Port le projet que j'évoquais. Et puis, au bout d'à peu près 1 heure, pour un débat qui dure 3 heures, on commence à peu près à l'heure, on finira à l'heure, vous aurez la parole pour les questions, les réponses, et d'ailleurs pas seulement les questions, les réponses, l'expression de vos opinions, de vos remarques et de vos observations. Monsieur le préfet, monsieur le président de la Commission nationale du débat public, messieurs les présidents des différentes instances portuaires représentant des services de l'État, monsieur le président de la Commission et vous tous, membres de la Commission, citoyens neutres et indépendants, j'ai bien entendu le petit fil, mesdames et messieurs, membres de la société civile, je salue particulièrement bien entendu le président de la Chambre de commerce Côte-d'Opale, plaisir de te voir là, mesdames et messieurs. Il appartient effectivement au maire, en général, d'ouvrir, c'est une tradition, vous l'avez évoqué, d'ouvrir ce débat public. Eh bien, on aura l'occasion de revenir largement sur le fond au cours de ces 3 heures de débat après les présentations, mais je tenais au moins en aparté à saluer le travail qui a été fait pour arriver à mettre en place ce débat public et surtout me réjouir de l'initiative. Ce projet de développement du Grand Port de Dunkerque est un projet important pour notre territoire, ambitieux, très ambitieux. Il définit notre avenir, l'avenir économique, et je pense qu'il était important que tous les acteurs de notre territoire, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur fonction institutionnelle, puissent
non seulement prendre la parole, mais avoir aussi connaissance de l'ensemble des tenants et aboutissants de ce projet. Donc je me réjouis de ce débat, je me réjouis également de la présence nombreuse. Tu vois, François, la Chambre de commerce de Dunkerque devient un peu trop petite dans ce genre de réunion. En tout cas, merci à tous de votre présence et j'ai hâte que nous puissions aborder les questions de fond. Merci à vous. Bien, monsieur le maire, monsieur le préfet de région, monsieur le président de la Chambre de commerce, mesdames et messieurs les élus aussi, bien sûr, mesdames et messieurs, je suis vraiment très heureux d'être à Dunkerque ce soir, qui me donne l'occasion de retrouver le maire de Dunkerque, que je connais depuis longtemps, et aussi le préfet de la région des Hauts-de-France. Quelques mots qui vont être assez brefs, j'ai quelques transparents assez brefs sur la commission des débats publics. Et tout d'abord, peut-être sur le principe d'information et de participation du public. Donc c'est un principe qui n'est pas tout à fait récent au niveau international, puisqu'il y a un peu plus de 25 ans maintenant, au sommet de la Terre de Rio, il y avait un principe qui disait que la meilleure façon de traiter des questions d'environnement était d'associer l'ensemble des citoyens aux décisions qui le concernent. Et donc, depuis cette période, ce principe, plusieurs reprises, d'abord avec ce qu'on appelle au niveau international, avec la convention d'Aarhus, du nom de la ville du Danemark où elle a été signée, où la France est évidemment signataire de cette convention en 1998, ensuite une directive européenne, et enfin au niveau national, la charte de l'environnement de valeur constitutionnelle, c'est-à-dire le plus haut niveau d'importance des lois en 2005, qui a consacré effectivement ce principe d'information et de participation des citoyens. Alors, on a fait des enquêtes il y a quelque temps qui montrent une forte attente des citoyens de participer aux décisions publiques, une demande de participation d'autant plus forte que le modèle politique apparaît en crise. Il y a un colloque à Paris ce matin sur cet thème-là, et également l'attente de garantie d'indépendance pour assurer la bonne participation des citoyens. Alors, lorsqu'on demande aux gens, parmi un certain nombre d'items, qu'est-ce qui permettrait le mieux d'améliorer le fonctionnement de la démocratie, vous voyez ce qui arrive très nettement en tête, c'est demander directement l'avis des citoyens avant de prendre des décisions. Et donc, ces enquêtes montrent aussi que 90%, plus de 90% des citoyens français souhaitent que l'on développe les modes d'expression directs des citoyens, c'est-à-dire que assez souvent, les citoyens se sentent de moins en moins représentés par ce qu'on appelle les corps intermédiaires qui, évidemment, ont leur utilité, mais que les citoyens souhaitent vraiment s'exprimer de manière directe. Par ailleurs, au niveau national, alors au niveau local, la situation est un peu meilleure, mais lorsqu'on leur demande depuis 10 ans, il y a tout de même des efforts qui ont été faits, est-ce que vous pensez que depuis 10 ans, les pouvoirs publics au niveau national prennent mieux compte de l'expression des citoyens? Plus des 3/4 disent non, il n'y a pas eu véritablement de progrès perceptible. Et par ailleurs, un très grand nombre, à peu près les 2/3 des Français, disent lorsqu'un débat public est lancé, il doit être organisé par quelqu'un qui est indépendant du gouvernement, indépendant de la personne qui prend la décision. Alors, quelques mots très rapides. Donc, la commission de débat public a été créée en 1995 par la loi Barnier, parce qu'en effet, vous connaissez tous les enquêtes publiques, et donc dans les années 90, où on faisait beaucoup de grands projets d'équipement et d'aménagement du territoire, on disait finalement que quand on consultait les citoyens au moment de l'enquête publique, tout était déjà ficelé, il y avait déjà des années et des années d'études, on avait généralement les financements, et donc cette consultation du public était finalement plus de forme qu'avec une véritable utilité. Et donc c'est dans ces années-là qu'est venue l'idée d'avoir un débat plus en amont, c'est le cas aujourd'hui, qui porte sur l'opportunité du projet et au moment où il y a encore possibilité de ne pas faire le projet et où il y a également, surtout, la possibilité de solutions alternatives. Donc on va voir aujourd'hui que c'est un bon exemple dans cette direction. Et donc au début c'était un service administratif et en 2002 c'est devenu une autorité administrative indépendante, donc indépendante du gouvernement, indépendante des maîtres d'ouvrage. Et donc il y a eu des évolutions assez importantes ces derniers temps, puisque à la suite du drame de Sivens,
que chacun a à l'esprit. Le président de la République précédent, M. Hollande, avait demandé au gouvernement de l'époque d'ouvrir un chantier pour améliorer le fonctionnement du dialogue environnemental. Et donc, il y a pas mal d'évolutions, j'en dirai un mot dans un instant. Et donc, aujourd'hui, la CNDP est une instance de 25 membres, et donc ce qui fait son indépendance, c'est essentiellement le processus de composition, donc, puisque ces 25 membres sont nommés par 19 institutions différentes. Donc il y a des parlementaires, des représentants des régions, des départements, des maires de France, il y a des représentants de la Cour de cassation, qui est ici d'ailleurs, du Conseil d'État, de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs, il y a des représentants du patronat, des représentants des syndicats, des représentants des associations environnementales, des usagers consommateurs et des personnes qualifiées. Donc tout ça doit faire 25 avec le président et deux vice-présidents. Et donc le champ d'intervention essentiel de la CNDP, c'est les grands projets d'équipement et d'aménagement du territoire, mais également les plans et programmes nationaux. Alors quelles sont les évolutions récentes? Je serai très bref. Il y a eu des ordonnances, ils sont sortis en 2016 sur ce sujet. Voilà. Donc, un progrès, je pense, démocratique important, c'est que désormais, un droit d'initiative citoyen, c'est-à-dire que pour les grands projets d'équipement et d'aménagement du territoire, maintenant 10 000 citoyens, pour les projets de plus de 150 millions, vont pouvoir saisir directement la commission du débat public pour demander l'organisation d'un débat public. Également, pour des projets de réforme de politique publique ayant un impact sur l'environnement, désormais 500 000 citoyens ou 60 parlementaires, ça c'est également tout à fait nouveau, pourront demander à la CNDP d'organiser un débat public national. Une saisine obligatoire également sur les plans et programmes nationaux, donc par exemple le premier, donc ça c'est également nouveau, le premier va concerner la programmation pluriannuelle de l'énergie, les problèmes de déchets radioactifs, les problèmes de transport par exemple feront l'objet d'un débat public national. Et puis également un nouveau dispositif de conciliation qui pourrait être demandé à la CNDP parce qu'il nous a semblé que nous avions proposé, parce qu'il nous a semblé qu'il y a beaucoup de conflits environnementaux qui, je pense, pourraient être traités si quelqu'un qui n'est pas partie prenante de la décision mettait suffisamment en amont, avant que les choses se cristallisent, mettait autour de la table le maître d'ouvrage, les opposants, les agriculteurs, le cas échéant, etc. Et puis, un élément également nouveau, lié à une ordonnance d'avril 2016, c'est l'élaboration de dossiers d'information des acteurs pour les consultations locales. Alors ça a été mis en œuvre une fois pour le référendum sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, où c'est la CNDP qui a élaboré le document d'information, le seul document d'information des citoyens de Loire-Atlantique sur ce projet d'aéroport. Par ailleurs, par ailleurs, il y a quelques autres modifications. Donc la création d'une liste nationale de garant de la concertation, donc ça c'est un point assez important, qui seront à la disposition de la CNDP, mais également de tous les acteurs, des maires, des élus locaux pour tous les projets, et également le financement d'expertise complémentaire. Ça c'est un point assez important, c'est-à-dire qu'il nous semble que les citoyens ont le droit d'avoir un point de vue d'experts différent de celui porté par le maître d'ouvrage. Bon, et je le dis d'autant plus qu'il y a bien longtemps, j'ai été 10 ans directeur des routes, donc j'étais maître d'ouvrage à l'époque, qui avait beaucoup de projets, et où, par exemple, les données, les prévisions de trafic étaient toujours contestées, et donc je crois effectivement que c'est utile pour l'éclairage des citoyens qu'il puisse y avoir un point de vue d'expert différent de celui qui porte le projet, qui, naturellement, évidemment, souhaite que son projet se réalise. Bien. Et donc le slogan de la CNDP, c'est vous donner la parole à vous et aussi la faire entendre, et donc remettre le citoyen au cœur de la décision publique. C'est un sujet évidemment dont on entend parler assez souvent. Les citoyens se sentent éloignés des processus de décision, donc il s'agit d'informer le public, de veiller à sa participation et aussi d'éclairer le maître d'ouvrage. Ça c'est un point important. Enrichir, démocratiser, légitimer la décision, parce que les problèmes que nous avons souvent sont liés au fait que pour beaucoup, les décisions, même s'ils respectent l'ensemble des procédures, ne sont pas légitimes, ou en tout cas parce que l'on n'a pas pris suffisamment en compte le point de vue exprimé par les citoyens. Et donc je crois vraiment que c'est la loyauté, la
confiance, la transparence du processus qui fonde cette légitimité de la décision. Et donc ça c'est un point qui est vraiment très très important. Alors vous l'avez compris, le débat public n'est pas l'enquête publique, c'est très en amont de l'enquête publique, et c'est donc au moment où effectivement il est encore possible d'agir. Alors les valeurs de la CNDP, c'est la transparence, c'est-à-dire que toutes les données relatives au projet doivent être mises à la disposition des citoyens. Le débat est argumenté, donc ça n'est pas un sondage d'opinion, hein, on ne recueille pas les pour, on ne compte pas les pour et les contre. C'est la force des arguments qui fonde effectivement ce débat. L'égalité de traitement pendant le débat, tous les citoyens ont le même temps de parole, neutralité, impartialité, indépendance. Alors ça, c'est évidemment des valeurs absolument cardinales de la CNDP, et donc aucun écart doit évidemment être apporté dans cette situation. Et donc ça, c'est aussi un point très très important, c'est que contrairement aux commissions d'enquête, la CNDP, et les commissions particulières, ne donnent pas d'avis sur les projets. C'est-à-dire qu'à la fin du débat, on ne dira pas on est favorable au projet, défavorable au projet. On est là pour que les citoyens soient bien informés et qu'ils aient des réponses à toutes leurs questions. Et ensuite, on fait des comptes rendus et des bilans qui seront versés au moment de l'enquête publique dans le dossier lorsque l'enquête publique sera réalisée. Donc le calendrier, vous l'avez sous les yeux. Donc on commence la première réunion et donc jusqu'au 22 décembre prochain. Et donc pour animer cette opération, donc il y a une commission qui est ici présente, présidée par Jacques Archambault, avec des personnes d'horizons extrêmement divers, Marie-Claire Eustache, Isabelle Harel-Dutirou, Jérôme Laurent, Philippe Marlan, Jim Skers, Barbara Serrano et Dominique Simon. Et donc, tous ces membres ont signé une charte d'éthique et de déontologie. Ils n'ont évidemment aucun lien ni avec les maîtres d'ouvrage, ni avec les opposants ou les associations. Ils sont là pour écouter, recueillir les points de vue de chacun et ensuite en faire compte rendu. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci, Monsieur le Président. Je dirais pour ma part très brièvement que l'opportunité de ce grand débat, l'opportunité de ce grand débat en réalité nous ouvre trois perspectives. D'abord, perspective pour ce port, dont je fais partie indissociable de cette ville, du nord, de la région Hauts-de-France, et si vous le permettez, pour la France. Le port de Dunkerque, c'est un poumon économique exceptionnel. On reviendra sur les chiffres dans la soirée, mais c'est une opportunité exceptionnelle quand on veut bien considérer aussi l'histoire qui nous contemple. Ce port a été créé, je crois, en 960, après Jésus-Christ, contrairement à d'autres. Et c'est une opportunité qui se poursuit à travers les siècles. Et ce qui est aujourd'hui essentiel pour ce port d'État, c'est de continuer, d'amplifier son ouverture sur un hinterland sur lequel je veux revenir dans un instant, mais c'est aussi une opportunité pour la France de s'ouvrir davantage par-delà le monde et d'offrir ainsi des perspectives de développement importantes. Nous avions hier une réunion intéressante d'une association que nous avons créée l'an dernier, Norlink, et qui a mis le port de Dunkerque en relation avec les 3 autres ports de la façade maritime et les 24 autres ports fluviaux qui ponctuent finalement notre région Hauts-de-France. 27 ports aujourd'hui fédérés pour organiser autour du trafic fluvial la convergence sans laquelle aucune croissance n'est véritablement possible. Vous dire que vous arrivez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sur une infrastructure qui représente véritablement un enjeu absolument fondamental et vital pour cette région et pour notre pays. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est que ce grand débat est une opportunité exceptionnelle pour un dialogue loyal. J'insiste parce que ce n'est pas le premier grand débat auquel je suis amené comme préfet de région, non pas à participer, car je resterai prudemment à l'écart du grand débat,
pour beaucoup de raisons que vous pouvez imaginer. Je n'oublie pas que je suis administrateur de ce port, et je n'oublie pas qu'au nom de l'État, je représente des intérêts qui, en tant qu'intérêts, s'effacent devant un grand débat. Mais je serai bien sûr très attentif, parce que j'espère qu'un jour, je connaîtrai la déclaration d'utilité publique. Mais si on veut que la déclaration d'utilité publique soit sereine, si on veut qu'elle soit forte, comme l'a voulu le droit français, encore faut-il qu'elle s'appuie sur un amont. Et cet amont, c'est vous, maintenant, et pour les semaines qui viennent. L'occasion, dans ce dialogue loyal, d'abord de comprendre le sens d'un investissement, d'en mesurer les conséquences, toutes les conséquences positives, mais les conséquences qui peuvent être plus discutables, pour les corriger suffisamment en amont, comme l'a dit le président de la Commission, de telle sorte que quand vient le temps ensuite de prendre des décisions, celles-ci s'appuient sur une connaissance intime du projet par rapport au regard qu'on projette sur lui. Enfin, troisième point, et vous l'aurez compris, quand on est préfet, quand on est détenteur des intérêts de l'État, c'est pas seulement quelques fonctionnaires. L'État, c'est vous. L'État, c'est nous. L'État, c'est l'intérêt général. Et l'intérêt général, si parfois il peut se décréter à travers une norme particulière, sur des sujets de cette nature, l'intérêt général se construit. Et il se construit à travers des convergences, et non pas à travers des divergences. Car les divergences sont les contentieux du lendemain, des contentieux qui n'en finissent jamais. Or, les salariés qui nous regardent, les entrepreneurs qui nous regardent, l'Interland qui nous regarde, et si vous le permettez, les ports d'Europe du Nord qui nous regardent. Si les ports d'Europe du Nord n'ont peut-être pas intérêt à ce qu'on se développe trop, en revanche, les salariés, les dizaines de milliers de salariés qui vivent de ce patrimoine économique, eux nous attendent. Et notre métier, votre métier, au-delà des prises de participation, des prises de parole, strictement égalitaires, ce sera tout de même d'être suffisamment citoyen, responsable, acteur, pour chercher, au-delà des difficultés qui pourraient nous surgir, de chercher les convergences qui nous permettront de bâtir un projet extrêmement puissant et qui permettra à ce port, le moment venu, de gagner des parts de marché, d'ouvrir de la croissance économique pour un territoire qui en a grandement besoin. C'est l'intérêt du Dunkerquois, c'est l'intérêt des Hauts-de-France et c'est l'intérêt de la France. Merci beaucoup. Voilà, donc cette commission indépendante de 8 personnes, c'est des personnes qui ont des activités professionnelles, qui libèrent du temps pour venir par passion du débat public animer ce débat. Elles ont été présentées tout à l'heure. Cette commission est paritaire, comme vous pouvez le constater, et elle est assistée d'un secrétariat général de quelques personnes, et aussi je voudrais le signaler ici de 4 volontaires du débat public qui sont des volontaires du service civique, qui sont des jeunes Dunkerquois particulièrement passionnés par l'avenir de leur ville et de leur agglomération, de leur territoire, et qui vont contribuer au succès de ce débat. Alors, cette commission, elle s'est donc mise au travail depuis le printemps. La suite, Christophe. Elle s'est mise au travail et elle a travaillé sur le dossier du maître d'ouvrage, qui est un dossier extrêmement épais. Et nous avons soumis à la question, nous avons soumis au questionnement l'ensemble des éléments de ce projet. Qu'est-ce que ce projet? Comment va-t-il être fait? Quels sont ses impacts? Quelles sont ses conséquences? Quelles sont ses conditions de réussite? Quelles sont, le cas échéant, les hypothèses alternatives? Nous avons eu un débat serré, nous avons eu 8, 9, 10 réunions, je pense, avec les services du port, de façon à ce que vous ayez à disposition un document qui présente de la façon la plus complète possible la position du maître d'ouvrage. Il y a par ailleurs à votre disposition également une synthèse de ce dossier qui permet, et qui sera largement distribué, qui permet d'organiser la discussion. Donc ça, c'est la première chose que nous avons faite. Ensuite, parce que nous ne connaissons pas forcément, il faut le dire, très bien la région, nous nous sommes informés auprès des gens qui la connaissent bien.
Donc nous sommes allés faire une série d'entretiens, 80, d'ailleurs le chiffre est désormais caduc, on est plus près de 100 que de 80, qui nous ont permis de rencontrer donc les services de l'État, les acteurs du port et des transports, les acteurs socio-économiques, les syndicats, les chambres consulaires, les associations universitaires, les élus, les collectivités locales, la presse, les médias, bref, on a fait un tour d'horizon autour de la question, finalement voilà un projet. De quoi souhaitez-vous que nous discutions à l'occasion de ce débat public? Quels sont les enjeux, quelles sont les questions qui vous importent? De façon à n'en oublier aucune et de façon également à ce que chacun puisse avoir l'occasion de prendre la parole sur ces sujets. À la suite de ces entretiens, nous avons, pour résumer le tout, pour être bien sûr de notre affaire, nous avons donc tenu il y a quelques jours une journée préparatoire au cours de laquelle 200 et quelques participants, représentant 90 groupes différents, 90 structures, mais c'est assez significatif quand même, ont pu lister les questions qui leur paraissaient importantes. Ces questions vont revenir tout le temps, je me permets de les signaler. Elles vont, je dirais, des questions les plus grandes ou les plus larges, avec l'échelle mondiale la plus large, jusqu'aux questions qui ne sont pas évidemment négligeables, mais qui touchent à la vie quotidienne de nos concitoyens dans le Dunkerquois. On va donc interpeller sans aucun tabou, et de façon systématique, et de façon critique, de façon non inutilement critique, mais de façon critique, comme c'est notre devoir, et comme d'ailleurs la loi nous en fixe l'obligation, l'ensemble des aspects de ce projet. La stratégie du grand port maritime, c'est de dire on va capter des parts de marché d'un marché qui est en croissance. Est-il exact que ce marché est en croissance? Est-ce que le marché du conteneur est aussi, à l'horizon, aux horizons qui nous sont indiqués, prospère, que cela nous est indiqué? Comment s'articule l'avenir de la filière conteneur avec ce qui est quand même la réalité aujourd'hui industrielle ou portuaire du port de Dunkerque? Comment on joue sur l'ensemble des dimensions, la filière conteneur, la dimension industrielle, et notamment qui est posée la question du vrac et du vrac industriel. Finalement, également, quelle est la relation entre les ports, entre les différents ports français? Est-ce que ce que font les uns, les autres ne le font pas déjà? Concurrence, complémentarité, et ceci sans langue de bois, parce qu'évidemment, à une tribune, on peut toujours dire qu'il n'y a pas de problème. En réalité, il faut examiner ces sujets d'une façon approfondie. Un des objectifs également du port, c'est de reconquérir de parts de marché sur ces marchandises dont on dit qu'elles nous échappent et qu'elles transitent par le port, notamment par le port d'Anvers, puisqu'on entend parfois l'affirmation sur laquelle le port d'Anvers est le principal port, enfin c'est les principaux ports français. Donc comment reconquérir cet hinterland? Jusqu'où va-t-il? Est-ce que c'est possible? Quelles sont les conditions pour cela? Ça, c'est un point très important. On nous dit un des atouts du port de Dunkerque, dans le dossier du maître d'ouvrage, c'est sa capacité de multimodalité. Il y a du train, il y a des bateaux, il y a des péniches, il y a la voie fluviale. Quelles sont les conditions pour que, dans un contexte où l'objectif est quand même de multiplier par 5, 6 à terme le trafic de conteneurs, quelle est la capacité de ces différentes voies, la multimodalité, donc permettant d'évacuer ou de recevoir, de faire venir ces conteneurs? Et ça pose un problème de politique publique à l'évidence. Quels emplois? Donc je crois qu'on précisera tout à l'heure ce que sont les objectifs du port. On parle de 16 000 emplois, directs et indirects, donc 5 000 pour le Dunkerquois. Ce sont des chiffres qui sont extrêmement importants. Qu'est-ce qu'il en est exactement? On a bien compris que le nombre d'emplois dépendait assez largement des questions qui ont été posées antérieurement. Quels emplois? Quel type d'emploi? Pour qui? On y reviendra. Quels emplois de service? Quelle formation pour ces emplois? C'est pas le tout de dire ça va faire des emplois. Quelles formations sont déjà là? Quelles sont celles qui doivent être améliorées, notamment aux nouveaux métiers? Quels sont les impacts? Les impacts sur l'environnement. C'est un souci important. Il y a un environnement qui doit être préservé. Les impacts sur le cadre de vie de nos habitants, des habitants du Dunkerquois. Les impacts sur l'accès à la mer, sur les usages du littoral. Il y a des gens qui utilisent la digue, utilisent la plage, pêchent, chassent, cultivent. Les usages évidemment sur l'agriculture. Quel est le coût du projet? Il est question de 650, 700 millions d'euros. C'est l'argent du port, c'est l'investissement. Est-ce que le port a les reins suffisamment solides pour entreprendre un projet de ce type? Quel est le retour sur investissement, et sur investissement pour le port, mais sur l'ensemble de la région? Et puis évidemment, il en était question tout à l'heure, le port a pris une option. On pourra d'ailleurs en discuter. Le port a pris une option, l'option Atlantique. C'est une option affichée, courageuse, assumée. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses? Et il appartiendra au débat public d'examiner cet ensemble d'aspects. Et à l'arrivée, la question, le président Léry le rappelait tout à l'heure, la question qui est posée, c'est faut-il faire ce projet? Est-ce que ce projet, il est opportun? Est-ce qu'il est utile pour la ville? Est-ce qu'il est utile pour la région? Et au-delà, monsieur le préfet le rappelait, est-ce qu'il est utile pour notre pays considéré dans son ensemble et qui a bien besoin de ces ports? Nous avons construit, en fonction des questions qui se posent, un calendrier qui est extrêmement sophistiqué. Vous le verrez. En gros, on ne va pas se contenter de faire un petit tour et puis s'en va, des réunions et puis voilà, un rapport. Non. On va aller au contact de nos concitoyens, de ceux qui s'intéressent à ces sujets et de ceux qui ne s'y intéressent pas spontanément. Et nous sommes partis de l'idée que tout le monde avait quelque chose à dire sur son port. Tout le monde a dans sa famille quelqu'un qui a travaillé au port. Tout le monde a travaillé au port. Il y a des gens ici qui suent 100 € du matin au soir pour l'avenir de ce port. Chacun, à la place où il est, avec l'expérience qu'il a des choses à dire. Donc nous irons à la rencontre des populations, des ouvriers, des employés, des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes du port, mais qui ont des choses à nous dire sur le projet lui-même et sur les conditions de sa réussite. Alors, comment ça va se passer? Quelques grandes réunions publiques, mais on ne va pas en faire trop, parce qu'évidemment les réunions publiques sont parfois un peu lassantes, c'est grand, il y a un effet de tribune, donc on veut concentrer davantage sur la petite réunion, de la proximité, du contact direct avec nos concitoyens. Donc, légitimement, parce que c'est indispensable, on va en faire 4. Vous avez compris qu'on va suivre la géographie des impacts sur le port de façon à interroger l'ensemble des habitants. La première, c'est ce soir. Elle est peut-être un peu plus solennelle que les autres. Ensuite, à Grande-Synthe, ensuite à Lonne-Plage et ensuite à Gravelines, pour finir ici dans une réunion de conclusion, au cours de laquelle, mesdames, messieurs, vous aurez l'occasion de voir si finalement ce qu'on a dit et ce qu'on vous a proposé a été appliqué, si les conditions de notre engagement ont été respectées. Ensuite, nous avons donc la série des débats mobiles, ce que je disais tout à l'heure. Vous avez une première session en octobre qui vous indique la façon dont on va aller sur les places publiques à la rencontre de nos concitoyens, en portant une attention particulière à nos jeunes, à vos jeunes, aux jeunes de ce territoire pour lequel, en fin de compte, on est en situation de travailler et sur lequel pèse, vous le savez, particulièrement le problème et la malédiction du chômage et du mal emploi. Donc les débats mobiles, on va conduire une série de ce qu'on appelle un focus group, c'est simplement des groupes d'acteurs ou des groupes de salariés qu'on réunit de façon à connaître le point de vue des groupes. Alors le point de vue des groupes, la somme du point de vue des groupes, ça ne fait pas l'intérêt général. Néanmoins, il importe de savoir quelle est la position des acteurs portuaires, des entreprises de l'Interland. On va faire ça à Lille, puisque la question c'est est-ce que vous pouvez charger ici plutôt que de charger à Anvers notamment, les industriels du port, les syndicats de salariés. Les syndicats de salariés ont évidemment leur mot à dire dans cette affaire, les associations de protection de l'environnement, les entreprises du Dunkerquois, les innovateurs, en particulier les innovateurs du numérique, les usagers du littoral et bien sûr les agriculteurs, car quelques agriculteurs sont impactés par ce projet. Un séminaire pour l'emploi et la formation, cette question étant complètement fondamentale, il nous a paru important de l'isoler et de l'examiner sous ces 3 aspects. Le nombre d'emplois qui est annoncé, les secteurs d'activité dans lesquels ces emplois peuvent se développer, et ensuite, deuxième semaine, le modèle social d'emploi, les qualifications, les statuts, les conditions de travail, les sujets de santé au travail qui sont ici particulièrement marquants à Dunkerque, les profils de carrière, etc. Et enfin, le 28 novembre, 3e séance, quelle formation, lycée, université, quel financement et quelle gouvernance. Vous avez bien compris qu'on ne va pas régler les problèmes. On n'est pas venu régler des problèmes, on est venu mettre des questions sur la table de façon à ce qu'ensuite, dans les années qui viennent, elles puissent être traitées, et elles puissent être traitées de façon participative et démocratique. Nous entendrons des experts sur les sujets qui ont été dits, en vertu des choses qui étaient dites par le président Léry tout à l'heure, c'est-à-dire, moi je ne sais pas comment vous êtes, mais entre un expert, on a une idée, un autre expert, une autre idée, à la fin on se fait une opinion. Donc sur les sujets qui ont été notés, enfin, qui figurent dans le dossier du maître d'ouvrage, il est important qu'on entende pardonnez l'expression, des sons de cloche un petit peu variés. Bon, et enfin il y a un questionnaire. Alors le questionnaire qui permet de donner votre avis, il est d'ores et déjà disponible, il est disponible en ligne, version papier et version internet. Il vise non pas à faire un sondage, vous savez les sondages, le gouvernement par les sondages, les Français pensent que, dispense. Non, nous il s'agit simplement de savoir comment des populations nombreuses, plusieurs milliers de personnes qui vont participer à tout ça, finalement, en fonction de leur situation géographique, de leur expérience, de leur profession, de leur niveau d'intérêt pour le port,
expriment leur confiance ou leur défiance ou leur scepticisme ou leur approbation, évidemment, par rapport aux grands aspects du projet. Donc on vous invite à remplir, pas forcément immédiatement, ce questionnaire, mais une fois documenté, une fois ayant entendu les arguments des uns et des autres, à le remplir. Il est évidemment tout à fait précieux. Enfin, syndicats, collectivités, associations, chambres consulaires, associations de protection, etc., etc. Vous pouvez produire, selon des normes qui sont fixées, une charte, un cahier d'acteurs, ouvert donc aux associations, collectifs, etc., etc., qui vous permet de donner votre position. Vous avez deux possibilités, soit vous la donnez tout de suite, vous entrez dans le débat, soit vous attendez un peu que le débat soit avancé pour donner votre position. En tout état de cause, les cahiers d'acteurs vous sont ouverts. La tour de contrôle de ça, le lieu un peu, la gare de triage, je ne sais pas quel mot je dois employer, de tout ça, c'est notre site internet dans lequel vous pouvez formuler une série de questions et de réponses, notamment à partir des affirmations du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage disposera d'un délai de 15 jours sous la responsabilité de la commission pour vous répondre à vos questions. Mais il ne s'agit pas seulement de questions-réponses, c'est aussi de donner une opinion, faire une contribution, dire la façon dont vous voyez les choses. Voilà, mesdames, messieurs, la façon dont les choses vont s'organiser. Jusqu'au mois de décembre, nous rendrons compte de ce débat, comme le président Léry l'a indiqué tout à l'heure. Nous dirons qui a dit quoi, qui a dit quoi dans cette affaire, quels ont été les arguments, comment les arguments se sont répondus les uns aux autres, et puis ce qui nous semble être les points d'accord, les points de discussion, les points de vigilance, le cas échéant un peu critique, à partir duquel les décisions seront prises. Sachant qu'il est clair, c'est que, en effet, à l'arrivée, ce sont les représentants élus, les représentants de la démocratie, qui vont choisir. C'est pas la commission qui va dire faites ça, faites ça. Mais on peut espérer, on peut toujours espérer, que les gens qui sont en charge des responsabilités entendent la façon dont la discussion s'est conduite dans notre débat. Ils décideront en toute connaissance de cause. Voilà. Alors, à partir de là, la façon dont les choses vont s'organiser ce soir, le maître d'ouvrage va présenter le projet, puis la parole sera à vous pour... Mais à ce stade, je voudrais quand même poser la question de savoir si, dans la façon dont j'ai présenté les choses, dans les règles du jeu en quelque sorte, alors je n'ai pas parlé de la courtoisie nécessaire, j'ai pas parlé... On essaye de faire quelque chose qui se tient, on essaye de faire quelque chose qui est... Alors ça n'exclut pas la passion, hein, parce qu'on est passionné par ces sujets-là, donc on peut être un peu... Bon, enfin on est dans l'écoute, on est courtois, on a le souci d'entendre les points de vue des uns et des autres. Alors moi j'ai dit un certain nombre de règles du jeu. Est-ce qu'il y a dans cette salle-là, c'est un peu comme dans les cérémonies, des gens qui pensent que tout ça fonctionne pas bien, tout ça n'est pas clair, ou etc. Bien, vous, alors je ne vois pas bien, c'est Monsieur Gons. Est-ce qu'on peut donner un micro à Monsieur Gons? Puis Madame, je crois, aussi derrière, puis notre... Là. Alors, on essaye de faire relativement court, je vous en prie. Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Franck Gons, représentant des ouvriers dockers sur le port de Dunkerque. Monsieur le Président, avant de rentrer dans ce large débat et ce long débat, on a pu voir la teneur de toutes vos réunions et la longévité qu'il va y avoir dans tous ces débats. Au nom de mon organisation syndicale, on a un souci. On a un souci sur l'utilité même de ce débat public. Je ne suis pas un novice au niveau du port de Dunkerque puisque je suis membre du conseil de développement, je suis donc ouvrier docker aussi depuis 20 ans, je suis et je participe à de nombreuses discussions avec tous les partenaires sociaux, économiques, politiques pour le développement du port. Et au nom de mon organisation, à ce stade-ci, et donc pour le lancement de ce débat, nous avons réellement un problème sur l'utilité de ce débat public. On peut lire dans les réseaux sociaux, dans la presse, j'ai pu entendre dans de nombreuses réunions, mais qui plus est, on peut aussi avoir l'information, et on a eu l'information du Conseil de surveillance du Grand Port Maritime. Dans le Conseil de surveillance du Grand Port Maritime, il faut savoir qu'il y a des personnalités, il y a l'État, et à ce stade-ci, nous avons entendu qu'un seul son, et qu'une possibilité, alors on le prend peut-être mal et on l'interprète peut-être mal, mais il y a quelque chose qui ne nous va pas au démarrage, c'est le bassin de l'Atlantique
et une alternative éventuelle sur la Baltique. Moi, la vraie question donc, qu'on pose et la réponse qu'on souhaite avoir, c'est est-ce que ce débat aura une utilité pour lancer un véritable débat sur l'avenir du port de Dunkerque avec 2 options claires, nettes et précises, et non pas ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, et ce qui a été martelé jusqu'à maintenant, c'est sur le fait qu'il y aura un projet qui sera l'Atlantique. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Alors voilà, ça c'est... C'était sûr. Bon, c'est pas sûr que M. Comte intervienne. Par contre, je vous demande de ne pas trop applaudir, parce que bon, les uns les autres, d'ailleurs, et a fortiori de siffler les orateurs. Madame, vous vouliez intervenir? On est toujours sur la règle du jeu. Hein. On est sur le débat lui-même. Est-ce que, finalement, ce que les jeux sont faits, est-ce que tout ça, c'est pas du bonneto, hein, puis on amuse les gens, puis après, en fait, les choses sont déjà décidées. Donc, on porte vraiment, pas sur le projet, hein, sur le débat lui-même. Je vous en prie, madame. Bonjour, je me présente Martine Mine d'Attaque. Je m'adresse aux membres du CNDP. J'ai eu le plaisir de participer à la journée du 19 septembre, journée très intéressante, hein, ça va sans dire, très enrichissante aussi, mais pas pour moi, parce que moi j'ai dû poser une journée de congé. Alors, j'ai ici la liste de tous les participants, je n'ai rien contre eux, hein, mais je peux dire, je peux vous lire d'où ils viennent. Agur, Alifos, ArcelorMittal. Il y a quelques associatifs quand même, d'accord? Beaucoup de gens du port, du GMD, voilà. À mon avis, ils ne sont pas venus là-bas gratos. Hein. Alors, je veux dire, quand on parle d'égalité, quand on parle de citoyenneté, il y a déjà, à ce moment-là, il y a déjà un décalage avec le citoyen lambda, qui, lui, ne peut pas forcément prendre sa journée. Alors, une question, est-ce que vous allez me payer ma journée? Non, mais je rigole pas, hein, je rigole pas. C'est vraiment sérieux, hein, ce que je dis. Oui, on est plein d'associatifs à avoir dû poser des journées pour venir. Il y a quand même un décalage. Après, la deuxième question, c'est que vous parlez de débat neutre. On est ici dans un lieu très neutre. Chambre de commerce et d'industrie. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bien, alors, il y a 2 autres interpellations. Qui veut intervenir sur... les sujets, voilà. Je vous en prie, monsieur. Bonsoir, bien sûr. Merci à tous ces gens qui sont présents devant nous, que nous ne connaissons pas, mais qui sont là, je pense, comme nous, l'intérêt du port de Dunkerque. Et je voudrais simplement intervenir pour soutenir, mais de manière à 200% de ce qu'a exprimé notre ami Gons. Je crois que les Dunkerquois sont des gens capables, ce sont des gens travailleurs. Ce sont aussi des fêtards, mais ce sont des fêtards parce qu'ils travaillent beaucoup, parce que le métier de docker n'est pas facile. Je vais faire très court. Je suis arrivé, moi, en 73 à Dunkerque, pour quelques mois, et j'ai vécu, disons, une bonne vingtaine d'années sur le port, puisque j'ai eu la chance de gérer le restaurant des dockers. C'était mon métier, faire la restauration. Avant ça, j'ai fermé le restaurant des Chantiers de France, donc c'était pas gai non plus. Donc je peux dire que si je suis encore là à Dunkerque, c'est que j'ai rencontré des gens courageux, qui savent faire la fête, mais qui sont vraiment des gens très bien. Donc aujourd'hui, et je confirme un petit peu ce qu'a dit notre ami Gons, est-ce qu'on ne pourrait pas voir les choses peut-être différemment et puis régler peut-être en famille, nous, les Dunkerquois, puisque je me considère comme un Dunkerquois depuis, ayant eu la chance d'habiter à Tétéguem et à bien d'autres endroits. Je suis très fier d'être Dunkerquois. Je dis qu'aujourd'hui, le projet me paraît un petit peu lourd. Quand je dis lourd, c'est dans le temps en plus. Je crois qu'aujourd'hui, le port de Dunkerque doit réagir, et on en a les moyens, puisqu'on a une capacité professionnelle qui est reconnue, on a des tas de gens autour de nous, il y a des élus qui sont en place, et j'en doute pas, sont là pour nous aider, pour que Dunkerque devienne la ville que nous attendons, tous, hein, avec notre manière de faire, etc. Donc, très heureux de participer à cette commission, mais je connais ici autour de moi beaucoup de gens
qui pensent comme moi. Je pense que on est Dunkerquois ici avant tout, et peut-être qu'on aurait peut-être pu faire nous-mêmes. On n'a peut-être pas besoin de commissions qui sont désignées par qui, etc. Donc je ne me pose pas en négatif vis-à-vis des gens qui sont là. C'est dommage, il est parti. Ma question aurait été de dire à Monsieur le Préfet, à la fin du projet, est-ce que vous serez encore au poste? Je ne pense pas. Et bien d'autres qui sont présents ici aujourd'hui, à la fin du projet, ne seront plus là, pour X raisons. Bien. Mais sachez qu'il y aura des bons Dunkerquois. Très bien. Je vous remercie de m'avoir entendu. Merci, monsieur. Est-ce que d'autres... Moi, je vais répondre évidemment aux questions qui ont été posées. Je vous en prie, monsieur. Et puis, monsieur, oui. Est-ce qu'on peut faire passer le micro ici? Je vous en prie. Xavier Villain, citoyen dunkerquois, militant écologiste. Sur l'organisation du débat, mon interrogation est juste sur la présence ici dans une salle qui est effectivement, comme a dit Madame, la Chambre de commerce et d'industrie, donc un lieu qui n'est pas neutre, des représentants du port et des représentants sans doute de différentes autorités portuaires. Et je regrette de n'avoir que des documents avec le logo Port de Dunkerque, et je m'étonne de ne pas avoir de documents ou de notes, par exemple de l'Adréal, de l'autorité environnementale, voilà, d'organismes comme ça qui ont, et aussi de représentants du SCOT, puisque ce projet a été évoqué, alors pas avec le nom CAP 2020, mais dans de vieux documents diffusés dans le Dunkerquois. Donc voilà, il n'y a pas que le port, il y a des autorités qui ont leur mot à dire. Bien, monsieur, tout au fond. Et puis après, je vais répondre, puis on va rentrer dans le vif du jeu, mais évidemment, les questions qui sont posées là sont primordiales. Bonjour, Yannick de la CGT Intérim. Puisqu'on est sur la forme, et uniquement la forme, et non sur le fond, j'aurais une question de forme. J'entends depuis tout à l'heure prononcer le nom de Port de Dunkerque, Port de Dunkerque. Le Port de Dunkerque pense que, le Port de Dunkerque dit que, le Port de Dunkerque estime que. Donc pour la forme et pour la bonne compréhension et pour la loyauté des débats que vous avez très justement évoqués, qui est le Port de Dunkerque? Est-ce qu'on parle du Port de Dunkerque au niveau de l'État? Est-ce qu'on parle du Port de Dunkerque au niveau des entreprises privées qui composent les forces qui y travaillent? Est-ce qu'on parle du préfet en tant que gestionnaire du Port de Dunkerque? Donc quand vous tous parlez du Port de Dunkerque, j'aimerais qu'on soit clair sur qui est le Port de Dunkerque dans votre bouche. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'en gros, on nous pose les questions suivantes. D'abord, pourquoi ici la CCI? La réponse, elle est extrêmement simple. En effet, la CCI a une position. La réponse, elle est simple. C'est que le lieu est mis gratuitement à notre disposition et qu'on est comptable des deniers publics. Ça ne signifie pas, d'une façon ou d'une autre, qu'on soit, président de la CCI le sait, aligné sur les positions de tel ou tel. Mais c'est vrai que c'est un lieu qui est pratique, c'est un lieu qui est connu. On me dit même que le syndicat, pour le coup, y a tenu assez récemment une réunion. Donc c'est un lieu qui est assez familier des Dunkerquois. Voilà, la raison est assez simple, mais on essaiera de diversifier. C'est des lieux, ça peut être des collectivités locales, des salles, enfin bon. Donc voilà, ça c'est le premier élément, je réponds. Il y a une deuxième question qui est, au fond, est-ce que tout ça, ça sert à quelque chose? Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous embrouiller pour parler comme on parle dans mon territoire à moi, qui est la banlieue nord de Paris, d'amuser la galerie, de faire qu'on discute, et en vérité, tout est déjà ficelé, tout est déjà décidé. Bon. Alors je vais dire deux choses qui tiennent à la fois à l'expérience et aux conditions de notre engagement à la Commission nationale du débat public. Si on avait le sentiment que les choses étaient faites, c'est déjà arrivé. Je parle sous le contrôle du président, on n'aurait pas fait ce débat. Si on avait le sentiment, après avoir analysé les choses, que tout était ficelé, que les décisions étaient prises, que les financements étaient là, et que jusqu'au détail de la chose, les choses étaient réglées, on n'aurait pas fait le débat. Nous n'organisons plus de débat à partir du moment où les décisions sont prises. La démocratie française est en difficulté non seulement parce qu'on ne consulte pas les citoyens, mais que parfois, quand on les consulte, on n'écoute pas ce qu'ils disent. Donc, à la question, les choses sont-elles décidées? Je réponds, le port a pris une option. Il va la défendre, il va l'afficher, etc. La réponse est non. La question qui est bien posée, c'est faut-il faire ce projet? Premier élément de réponse. Clairement. Donc on va discuter, faut-il faire ce projet? Deuxièmement, est-ce qu'on peut discuter seulement de ce projet? Est-ce que si dans la société dunkerquoise émergent des projets qui sont des projets complémentaires, des projets alternatifs, des projets différents, des projets qui mixent des modèles, ils seront soumis
aux conditions du débat public, et à la suite d'ailleurs, parce que le débat public ça dure 3 mois, mais la réponse est oui. J'ai le souvenir d'un débat public, nous en parlions tout à l'heure, sur un projet de métro dans lequel des citoyens sont venus monter des projets dont un projet disait mais il ne faut pas faire du métro, il faut faire du train. Et d'autres citoyens, des collectifs de citoyens disaient il ne faut pas faire ce trajet-là. Donc oui, les alternatives, c'est inscrit dans la loi, c'est inscrit dans un certain nombre de règles. Les alternatives peuvent monter, donc j'invite les uns et les autres à travers des cahiers d'acteurs à faire monter les propositions, les éléments de propositions alternatives qui pourraient venir et qui doivent être soumis au débat public. Donc la réponse à ce sujet est extrêmement claire. Moi je trouve qu'il est bien que le port ait une position. Il est loyal que le port ait pris une position de façon à ce que personne soit pris, j'allais dire, au dépourvu. Mais ça ne signifie pas que la discussion se conduise simplement dans ces conditions-là. Nous avons coutume de dire à la Commission qu'il n'y a pas un seul chemin pour aller de A à B, il y a plusieurs chemins qui sont possibles. Ces plusieurs chemins seront étudiés s'ils se présentent à l'occasion du débat. Et d'ailleurs, ça renvoie, je crois que ma réponse ne peut pas être plus claire, ça renvoie à l'autre question qui est, finalement, est-ce que tout le monde peut avoir la parole dans cette affaire et sur une base à peu près égale. Et l'égalité pas seulement formelle, mais l'égalité réelle. Alors moi, c'est vrai que le financement de l'engagement associatif, le bénévolat, l'inégalité qui est entre les professionnels et les gens qui prennent de leur temps pour leur boulot, ça c'est un sujet de la République, c'est un sujet démocratique, la question elle est posée dans le mouvement associatif. Je vais dire, je ne vais pas résoudre ce problème-là, la seule chose que je peux faire, c'est d'essayer de donner au maximum aux gens la possibilité de s'exprimer en dehors, en effet, enfin en dehors des jours de travail où ils travaillent, sur des lieux qui sont pas forcément des lieux inhabituels. Bon. Donc on peut le contact. On peut essayer de compenser un peu ce sujet qui est un sujet démocratique, mais moi je vous donne acte du fait que c'est la même chose sur l'expertise. Il est clair que c'est un projet qui est travaillé depuis des années et des années par des ingénieurs qui sont sérieux. Quelle est la capacité du citoyen à intervenir? C'est un sujet de la République, on essaye de le compenser, etc. Est-ce que seront fournis, mis au débat, d'autres documents que les documents officiels? Après, je répondrai à la question, qui est le, enfin, monsieur Raison va répondre à la question qui est le port, parce que, bon, plus de mal... bon. Mais oui, évidemment oui. Sur notre site, vous avez commencé à voir que on a essayé, on a d'ailleurs demandé à beaucoup d'entre vous de nous donner ces documents-là, de faire en sorte qu'il n'y ait pas le seul point de vue du port. Par exemple, sur le SCOT, aujourd'hui même, j'ai demandé à ce qu'on mette le lien avec les travaux qui se font sur le SCOT. J'ai demandé à ce qu'on mette le plan climat-énergie territoriale, qui est un élément de référence. J'ai demandé qu'on mette d'autres éléments d'expertise. Donc oui, nous avons, et nous entendons vos demandes, nous avons pour tâche de mettre à disposition, pas seulement le point de vue du maître d'ouvrage, mais il va falloir faire monter les cahiers d'acteurs, l'opinion des uns et des autres. Donc on va s'efforcer du maximum de pluralisme. Et là encore, il faut qu'on soit dans la confiance. Après, voilà, je reviendrai vers vous, vous reviendrez vers nous. À chaque instant, vous pouvez nous interpeller. Est-ce qu'on a respecté les règles du jeu? Est-ce qu'on était loyaux? Est-ce qu'on a été égaux? D'une certaine façon, c'est vous qui direz ça à la fin. Alors, qui est le port, monsieur Raison, monsieur le président du conseil de surveillance? Quand on parle du port, je crois qu'il faut en effet être clair. Qui parle de quoi? Peut-être vous pouvez dire un mot? Bonjour à tous. La réponse à la question est dans notre présentation. Donc si vous le souhaitez, je reviendrai là-dessus sur notre présentation. Bien. Est-ce que les réponses que j'ai apportées sont, sinon convaincantes, je ne suis pas convaincu, du moins témoignent d'une certaine état d'esprit, une certaine bonne volonté, une certaine ouverture de cette commission? Je pense que nous sommes garants avec mes collègues des engagements que je prends en leur nom, qui sont des engagements de transparence, de loyauté et d'équité. Est-ce que d'autres personnes souhaitent... Je me présente, oui. Je m'appelle monsieur Hasbrook Patrice. J'ai travaillé de 70 à février 93 sur le port. Et puis après, j'ai été artisan pêcheur, responsable du syndicat des pêcheurs. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, ce port, puisque c'était quand même une grande famille. Nous, on a connu le travail, quoi. Hein. Là, juste à côté, on déchargeait des petits bateaux marocains. Hein. Ils déchargeaient des sardines d'Agadir. Et on rechargeait de la ferraille. Tous les quais étaient pleins. J'ai connu où il y avait 15 bateaux qui attendaient en rade, devant le port, ici, hein, pas ceux qui sont au DIC. Donc c'est vrai que monsieur le préfet le disait, le port de Dunkerque, il faut remonter à 950 à peu près, pour voir des pêcheurs arriver. Et c'est vrai que ce serait intéressant de faire l'histoire du port, comme ça les gens ils comprendraient beaucoup plus
ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit, en tant que pêcheur, je les voyais tous les jours, on voyait les bateaux passer devant, prendre ce qu'on appelait les autoroutes ici. Et il faut savoir qu'il y a 400 bateaux, un tiers du commerce mondial passe dans le détroit du Pas-de-Calais. 400 bateaux de commerce, plus 200 autres, les ferries, les bateaux de pêche, tout ça. Donc ça fait 600 bateaux. Et comme M. Terrier, qui était alors directeur du port il y a quelques années, disait dans les Échos, où il parlait du canal Seine-Nord, il disait si le canal ne se fait pas et les infrastructures appropriées ne se fait pas, on ne pourra que regarder les bateaux passer. Effectivement, moi j'ai travaillé sur le port et j'ai vu le détournement de trafic par millions de tonnes, subventionné. Et on disait que c'était les dockers, c'était des bras cassés, trop payés. Je peux vous dire que j'ai perdu beaucoup de copains morts au travail, pour des accidents de travail. Alors, quand je vois aujourd'hui ce qui est en train de se passer pour les jeunes dockers, c'est primordial. Je vais vous expliquer autre chose. En 1976, quand on a inauguré le nouveau port, j'ai fait partie de la première brigade qui a déchargé le premier porte-conteneur. Et à l'époque, on nous expliquait on va rallonger le quai de 2500 mètres, ce qu'on appelle le projet Atlantique aujourd'hui. On aura des bananes, on aura ci, on aura là. Et puis en réalité, qu'est-ce qu'on a vu? La continuation de la liquidation à travers le détournement de trafic. Et aujourd'hui, bon, on dit à Dunkerque qu'on a fait 306 000 boîtes, je crois. Mais il faut compter les vides et les pleines pour faire un chiffre raisonnable. Est-ce que vous pouvez aller à votre question, monsieur, s'il vous plaît? C'est pas pour vous interrompre, mais... Non, mais je voudrais quand même, si ça vous intéresse, pas vous le dites dans la salle. Ça m'intéresse tout à fait. C'est pas lui qui décide. Je vous en prie. Donc, je continue. Allez-y. Je dis, en réalité, on a déchargé, je crois, à peu près 220 000 boîtes pleines à Dunkerque. Je vais prendre l'exemple de Zeebrugge qui a été construit sur notre sueur. Ils en font 1 400 000. Je vais prendre Anvers, il en fait 10 56 000. Et Rotterdam, il en fait 12 ou 13 millions. Donc nous, on a 306 000 avec les boîtes vides. Et on compte encore en EVP, c'est-à-dire en équivalent 20 pieds, pour doubler le chiffre. Parce qu'en réalité, à 20 pieds, il faut 2 20 pieds pour remplir un camion. Donc, est-ce qu'il suffit d'une volonté politique pour rallonger les quais? Ça, c'est une question que je pose, parce que pour moi, c'est le pouvoir financier qui a longtemps qui a pris le pouvoir. Donc, vous pouvez mettre tous les politiques devant. Si la population dunkerquoise, comme en 58, elle a fait pour moderniser le port, alors qu'ils ne voulaient pas d'usine sidérurgique à Dunkerque. Il faut aller à votre conclusion, monsieur. Vraiment, vous aurez l'occasion de développer votre point de vue, mais... Non, mais je voudrais juste... Laissez-moi finir 2 secondes, après je viens plus. Je vous en prie. Après, je viens plus. Je vous laisse tranquille après. Non, au contraire, revenez-y. Non, mais c'est pour que les gens y comprennent. Ce que vous vivez aujourd'hui, ça a été décidé il y a 50, 60, 70 ans. Et j'ai un document qui date du 25 février 57. On vient de fêter les 60 ans du traité de Rome. Et qu'est-ce qu'il dit ce document? Je le connais par cœur. C'est une délégation de copains communistes et de la CGT qui vont rencontrer M. Alexandre Véret, c'était Guy Mollet, lui, qui était président du Conseil. Ça ne rajeunit pas, en effet. Hein. Donc, à l'époque, ils demandent pour construire une usine sidérurgique et moderniser le port. On leur répond, si, comme nous le pensons tous, le mois prochain, le traité de Rome est voté, il serait absurde d'investir dans un port dont l'avenir est barré. Voilà, ça résume tout. Vous comprenez? Parfait. Merci, monsieur, de votre contribution, votre intervention. Est-ce qu'on peut, qui est utile, qui montre qu'en effet, c'est un sujet qui dure depuis pas mal d'années, que les questions reviennent de façon périodique, de façon cyclique. Je voudrais juste répondre à la dame qui aurait sur la question... sur le monsieur, pardon, est-ce qu'il y a besoin d'une commission pour discuter entre Dunkerquois? Moi, je crois que oui. Je crois que les gens ici, quand ils ont envie de dire quelque chose, ils disent quelque chose. Je crois que c'est bien qu'il y ait
sinon un arbitre, parce que c'est pas le mot tout à fait, on n'est pas dans un combat ou dans un pugilat, enfin qui est donc un dispositif indépendant qui répartisse la parole, entende les uns, entende les autres, et puis à l'arrivée porte la parole qui a été dite de façon neutre et de façon indépendante. C'est la fonction de cette commission, là encore, vous verrez à l'usage ce qu'il en est. Alors je vous propose qu'on passe à la phase, on rentre dans, comme vous avez recommencé à le faire monsieur, et soyez-en remerciés, à la présentation du projet proprement parlé, et puis la parole sera donc à la salle sur les réactions diverses et variées. Le port de Dunkerque est le grand port de commerce de la région des Hauts-de-France. Avec le projet CAP 2020, il entre dans une nouvelle ère de développement qui permettra de créer une nouvelle valeur sur tout le territoire régional, tout en tenant compte de toutes les questions environnementales. Le port de Dunkerque est le 9e port de ce qu'on appelle la rangée nord-européenne, située entre Le Havre et Hambourg. C'est un port qui historiquement a une activité industrielle importante, mais c'est aussi un port qui, sur la côte d'Opale, fait partie d'un ensemble portuaire avec les ports de Calais et Boulogne, le premier ensemble portuaire français. L'accès nautique y est facile, la proximité du rail principal maritime offre des déviations qui sont extrêmement courtes pour les compagnies maritimes. L'activité maritime au sein du port de Dunkerque est très importante pour tout l'écosystème de la communauté urbaine. Ce port, c'est 25 000 emplois, directs, indirects, induits. C'est 3,5 milliards d'euros de valeur ajoutée sur le territoire des Hauts-de-France. La valeur ajoutée créée par les espaces portuaires françaises reste faible au regard de ce qui se passe en Europe. La position géographique du port de Dunkerque nous permet d'atteindre cette zone de chalandise qui est le nord de l'Europe et de reprendre des parts de marché destinées à notre zone de chalandise qui aujourd'hui passe par les grands ports du Nord. CAP 2020 est un projet qui permet d'augmenter les capacités d'accueil des navires maritimes et le développement du conteneur. En 10 ans, la capacité à emporter des conteneurs a quasiment doublé. Il s'agit d'accompagner le développement du conteneur par le développement de la logistique, création d'entrepôts. Et il s'agit d'imaginer ce que seront les infrastructures portuaires d'ici une vingtaine d'années, mais également accompagner les développements des compagnies maritimes. Nous aurons un système qui sera totalement écologique. C'est-à-dire que les marchandises qui arriveront ici pourront repartir et desservir tout le nord de la France par des moyens multimodaux. C'est un projet qui est complètement durable, c'est aussi un projet qui est réaliste au regard de nos capacités financières et c'est un projet qui accompagne l'ensemble du développement du territoire de Dunkerque. Le projet CAP 2020 a pour objectif principal de créer à l'horizon 2030 un port ouest 2 fois plus grand. Le scénario atlantique consiste en la prolongation des quais déjà existants sur le bassin de l'Atlantique. La préservation du patrimoine naturel au sein du port de Dunkerque est une mission prioritaire. Le port de Dunkerque a élaboré un schéma directeur du patrimoine naturel qui nous a permis de définir les zones pouvant être aménagées à terme et celles qui seraient sanctuarisées. Objectif de croissance, c'est au bout du bout 2,5 millions de conteneurs, si on doit faire simple, de développer 16 000 emplois, directs, indirects et induits, et 1,8 milliard d'euros de valeur ajoutée. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'être le plus gros en termes de tonnage. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on arrive à créer le plus de valeur possible pour les territoires. Un territoire portuaire ne vit pas seul, il vit avec sa ville. Donc cette agglomération de 200 000 habitants, elle est fondamentale et elle se base en grande partie sur l'attractivité et le développement du port. Nous avons saisi la Commission nationale du débat public. Nous avons aussi une place portuaire qui a compris les enjeux de développement autour de ce projet et qui va nous accompagner pour porter vraiment un projet d'ampleur sur le nord de la France. Je
je suis pas tout seul à la table, mais c'est important de rappeler qui est en face de vous ce soir. Donc Stéphane Raison, je suis le président du directoire du port. Je suis accompagné par mes deux présidents, François Soulette-Brugière, le président du conseil de surveillance, et Philippe Bertenèche, le président du conseil de développement. On est une structure et on va démarrer la présentation, s'il vous plaît. Je suis accompagné aussi par Erwan Lebruy qui porte le projet et le commandant du port, Éric Sorel. Je ne sais pas si on voit, mais j'ai pas le retour sur l'image, s'il vous plaît. Merci. À la question qui a été posée tout à l'heure, qui on est, les Dunkerquois qui sont dans la salle aujourd'hui parlent souvent du PAD, Port Autonome de Dunkerque, créé en 1966. En 2008, nous avons changé de nom, nous avons aussi changé de fonction. On est passé et on est devenu Grand Port Maritime de Dunkerque, avec un recentrage de nos missions sur plusieurs choses. Le développement, l'exploitation et l'entretien des accès maritimes, le développement et la gestion du domaine, et la préservation des espaces naturels. Et l'ensemble de l'activité économique a été transféré à une profession qui est très importante, mon voisin le sait, les manutentionnaires. Le port, il est organisé de façon très simple aujourd'hui. Un établissement public de l'État, donc à actionnariat 100% État, avec un conseil de surveillance qui va surveiller le directoire, 3 membres, et un conseil de développement qui est notre Parlement. Dans ce conseil de développement, vous avez toutes les sensibilités du Dunkerquois. Vous avez des professionnels, vous avez des syndicats, des associations de protection de l'environnement, et vous avez des personnalités qualifiées. Avec ce Parlement de 30 personnes, on a construit une politique que vous aviez, vous, vue dans les cartes du port depuis les années 60. Cette carte-là, qui date de 66, de la création du port autonome, elle dessinait déjà, dans les documents d'urbanisme ou dans les plans, elle dessinait déjà des bassins sur le territoire qui avait été acquis par le port à l'époque. Il faut rappeler que le port, il est aujourd'hui propriétaire de la totalité de ces terrains et de la totalité des terrains qui servent au développement de ces projets. Alors, l'histoire a passé et on a ici à Dunkerque, je crois que ça a été dit dans une des interventions, beaucoup subi à partir de 2009 dans un événement de crise mondiale. On a subi sur l'industrie sidérurgique, on a subi sur l'industrie du conteneur, parce que moi je n'oppose pas les industries. Tout ça, ce sont des industries, et on a surtout subi avec la fermeture d'un joyau qu'on avait ici qui s'appelait la raffinerie de Flandre. Et deuxième raffinerie qui a fermé en 2016 avec la raffinerie SRD. Et ce que vous voyez derrière, c'est l'affaiblissement en fait des différentes parts de marché du port. En bleu, c'est ce qu'on faisait à l'époque en 2008, et en orange, c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Donc en fait, le port, il avait 4 pieds avant la crise, il en a finalement plus que 2 et quelques. Quasiment une activité vrac liquide réduite à peau de chagrin, une activité conteneur qui n'a pas démarré, et on va expliquer pourquoi, notamment sur des problèmes d'infrastructure, et une activité industrielle qui elle aussi s'est réduite sur notre pilier traditionnel, la sidérurgie. Et enfin, une dernière activité qu'on a développée qui est le roulier. Ça, c'est le diagnostic qui a été fait à partir de 2009 par l'ensemble de nos instances. Et qu'est-ce qu'on a cherché depuis cette époque-là? Ça a été de diversifier nos filières. Nos filières, il y en a 4, je les reprends, c'est les mêmes. Les vracs solides, il est hors de question que nous abandonnions l'industrie sidérurgique, et c'est très clair, et c'est la base de notre projet stratégique. Il est hors de question que nous laissions passer le sujet des vracs liquides parce que nous avons investi dans le terminal méthanier. Il est aussi hors de question que nous laissions, avec nos collègues de Calais, passer le roulier qui peut s'en aller sur d'autres territoires du Nord-Europe. Et enfin, puisque nous n'avons que 3 pieds, il faut bien 4 pieds à la table, eh ben, il nous manque une activité sur le conteneur. Et c'est ça qui a guidé le sujet de notre politique. Ça s'est bien sûr appuyé sur une stratégie portuaire nationale, avec qui a été votée en 2013 et donc présentée par le gouvernement de l'époque, avec un premier pilier, c'est la logistique. Il faut qu'on devienne un port logisticien. Juste un chiffre, 130 000 m² d'entrepôts sur Dunkerque, 6,5 millions de m² d'entrepôts à Anvers, 2,4 millions au port du Havre. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de retard sur la logistique en France, et c'est l'objectif de ce que l'on va faire. Deuxième point de cette stratégie, l'industrie. L'industrie est un élément, les ports sont tous industriels, et le conteneur est une industrie, les vracs liquides sont une industrie, la sidérurgie est une industrie. Donc, on va contribuer dans notre projet stratégique à la vitalité du territoire industriel sur le territoire. Et enfin, dernière mission, qui est une mission de fond par rapport à ce que nous a donné le législateur, c'est l'aménagement. On est devenu un aménageur du territoire avec un objectif très fort de préservation des milieux naturels. Ça aussi, ça a été dit dans la vidéo. Alors pour ça, on a fait quoi? Réglementairement, on doit faire des projets stratégiques.
On en a fait un entre 2009 et 2013, qui est terminé, où on a investi essentiellement sur l'industrie et le terminal méthanier. Voilà, terminal méthanier qui a été livré en 2017. Ce programme de 5 ans, le nouveau, celui qui va de 2014 à 2018, il vise effectivement à consolider notre socle industriel. Le projet qui est actuellement en cours, d'instruction d'ailleurs, monsieur le préfet aurait pu le dire, un nouvel appontement sur le quai à Pont-des-Ouest, qui permet de donner de la visibilité à l'industriel majeur du territoire qui s'appelle ArcelorMittal. À ce propos, je peux remercier tous les professionnels portuaires, les manutentionnaires, les industriels, les dockers, qui nous ont poussé d'ailleurs à mieux présenter dans le dossier de débat public ce que nous faisons pour cette industrie socle. Deuxième point, ça c'est ce qu'on a déjà réalisé. Deuxième point qu'on a déjà réalisé, voilà. Dans le projet stratégique, 3 points. L'agrandissement du cercle d'évitage à l'entrée du port ouest pour faire tourner les plus grands navires du monde. Le terminal méthanier, j'en ai parlé. Et on a modernisé le terminal transmanche. Et enfin, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'agrandir le terminal à conteneurs dans une opération qui se terminera en 2018. Mais il nous faut préparer l'avenir, sans opposer les filières, sans opposer les catégories. C'est ça notre but. Et CAP 2020, c'est bien la préparation de l'avenir. Sur quoi peut-on s'appuyer? On a vu, les vracs secs, nous y sommes, le roulier, nous l'avons fait, le conteneur, nous commençons à investir. Mais nous n'avons pas forcément suffisamment investi au regard des marchés. Qu'est-ce que nous disent le trafic maritime aujourd'hui mondial? Dernière statistique du mois d'août, plus 7% sur le trafic mondial de conteneurs. Dernière statistique. L'évolution des échanges, c'est une massification constante, une conteneurisation qui continue à arriver. Avec quoi? Avec une augmentation de la taille des grands porte-conteneurs, avec une augmentation du trafic, avec une réduction du nombre d'escales. Nous avons une chance majeure à Dunkerque, c'est notre géographie maritime. Il n'y a que 2 ports en Europe qui peuvent rentrer des bateaux qui font plus de 16,50 mètres de tirant d'eau. Ceux que vous voyez tous les mercredis à Dunkerque, c'est qui? C'est Dunkerque et Rotterdam. On ne choisit pas le conteneur par hasard, on le choisit parce que les armateurs peuvent demain rentrer leurs grands bateaux. Alors le conteneur c'est quoi? Monsieur Hasbrook l'a très bien dit, 20 pieds, 40 pieds, regardez la taille des bateaux, 405 mètres, 60 mètres de large, 16,50 mètres de tirant d'eau, c'est plus grand que le Charles de Gaulle, c'est X fois plus grand que la 380, ce sont des monstres des mers, et ce trafic-là, il augmente chaque année, et nous devons aujourd'hui le capter. Plus de 50% de la valeur du commerce maritime mondial est issue des marchandises conteneurisées. Alors pourquoi développer le conteneur? 3 raisons principales. D'abord parce qu'il y a une augmentation importante du flux de conteneurs vers l'Europe et toutes les estimations, en tout cas celles qu'on a menées, mais on pourra effectivement les challenger, montrent que le trafic conteneur devrait doubler par rapport au trafic actuel. Vous voyez sur la slide, il a été multiplié par 2 en 10 ans, entre 2005 et 2014. Deuxième point, le conteneur est une filière créatrice d'emplois. Monsieur le préfet l'a rappelé, François l'a dit en conférence de presse, François Soulet. Les conteneurs, 1 million de conteneurs, c'est à minima 6 000 emplois directs, indirects et induits. Et sur des territoires comme les nôtres, entre 6 et 10 000. Ça, c'est fondamental. Et c'est aussi un EVP égale 1 mètre carré d'entrepôt. Je vous renvoie à la statistique que je vous ai donnée tout à l'heure sur le port d'Anvers. Et dernière raison, alternative au trafic routier, je rappelle que Dunkerque est le premier port multimodal français. 52% de nos trafics en continuité partent par le ferroviaire ou par la voie fluviale. Nous avons les moyens d'évacuer cette marchandise pour l'amener sur tout le nord de la France. Je rappelle, mais ça a été dit par monsieur Archimbaud, 1,5 million de conteneurs aujourd'hui passent par les ports du Nord, et notamment par le port d'Anvers. Et ces conteneurs, on les voit sur la route à destination de la région parisienne. Donc cet enjeu-là, nous ne pouvons pas le laisser passer aujourd'hui, et c'est ce que nous préparons. Alors, pourquoi à Dunkerque? Et pourquoi nous ne laisserons pas passer l'occasion? Première chose, la position stratégique. On est devant la deuxième route maritime mondiale après Malacca, 90 minutes de navigation pour sortir de la route. On est au milieu d'une zone de consommateurs de 80 millions, dans un périmètre de 350 km. On est situé sur un corridor de fret et surtout, on a la capacité foncière de réaliser cet aménagement. Ça, c'est capital aujourd'hui pour les compagnies maritimes parce que si nous n'avons pas ça, de toute façon, les grandes alliances maritimes ne viendront pas dans notre port. Deuxième chose, les connexions avec l'Hinterland.
Premier port ferroviaire, fret, premier port fluvial des Hauts-de-France, plateforme de transbordement, accès direct à 3 autoroutes et une association dont a parlé Monsieur le Préfet, Norlingport, qui aujourd'hui fédère 24 ports de la région et les 4 ports maritimes. On se structure pour récupérer ce qui est notre droit, nos conteneurs qui sont à destination du nord de la France. Alors quels sont nos enjeux Cap 2020. Déjà, il faut qu'on renforce la position du port de Dunkerque. Les rapports parlementaires qui ont été publiés il y a 1 an et demi maintenant affichent, et c'est la première fois depuis toute l'histoire de Dunkerque, qu'on affiche Dunkerque comme la porte d'entrée du nord de la France, après Le Havre pour la vallée de la Seine et après Marseille pour la vallée du Rhône. C'est la première fois, c'était 2016. On ne souhaite pas, je l'ai dit dans la vidéo, nous ne souhaitons absolument pas avoir récupéré, comme on le dit, 10 millions, 12 millions de boîtes. Notre sujet n'est pas là. Notre sujet, c'est de capter une part relativement faible, finalement, du trafic conteneur, 2,5 millions, ce qui représentera en 2035 2,3% du volume d'Europe du Nord. 2,3%. Donc, notre objectif, c'est de reconquérir cet arrière-pays et de se placer comme une plateforme de transbordement, puisque les compagnies maritimes utilisent les grands ports pour pouvoir renvoyer des conteneurs vers d'autres pays d'Europe. Alors, on participe bien entendu au développement économique régional, on l'a dit, 16 000 emplois directs, indirects et induits dans tout le territoire qui sera desservi, c'est-à-dire tout le nord de la France, avec là-dessus, et là on parle de 2035, 5 000 emplois dans la zone de Dunkerque, direct, indirect, induit, et au total 1,8 milliard d'euros de valeur ajoutée. Aujourd'hui, le port de Dunkerque, c'est 25 000 emplois, direct, indirect, induit, et c'est 3,5 milliards d'euros de valeur ajoutée seulement. Le port d'Anvers, 20 milliards. 200 000 emplois directs, indirects, induits. Donc vous voyez que on cherche à reprendre des parts de marché et à se positionner pour créer ce 4e pied de la table dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est fondamental. Et on veut, parce que c'est un objectif de l'accord de Paris, signé par le gouvernement français, c'est réduire l'impact écologique. On a tous les moyens d'envoyer ces conteneurs par un mode massifié, 52% de part modale, donc on fera le nécessaire parce que les réserves de capacité sur le fluvial, les réserves de capacité sur le ferroviaire peuvent nous permettre de faire un très très bon report modal. On n'oublie pas la route, et à la route, bien sûr, les modes de propulsion vont changer, on a du GNL qui va arriver aussi pour le transport routier. Alors pour quel projet ? Le choix, c'est effectivement 2,5 millions de conteneurs dans chacun des scénarios, Baltique ou Atlantique. Un port ouest 2 fois plus grand, 2000 mètres de quai, 4 nouveaux postes à quai. Dans la solution atlantique, 405 millions d'euros investis en 2 phases. Une première phase de 250 millions, une autre de 150 millions. Et puis des investissements privés, puisque le port, qui n'est pas manutentionnaire à conteneurs, n'investira pas sur les terminaux en direct. Avec 2 phases de création, une qu'on verra dans le calendrier entre 2023 et 2024. Et une autre un peu plus tard, lorsque les objectifs de trafic auront été atteints. Ce projet-là, on l'a choisi aussi, Atlantique, parce qu'il est beaucoup plus respectueux de l'environnement. On n'a pas oublié la variante, Monsieur Gons. La variante, elle est là. Elle permet de dire quoi ? Elle permet de montrer que de toute façon, dans le projet de 66, il y a toujours la possibilité de réaliser un 2e bassin à Dunkerque. Et la possibilité de faire Atlantique n'empêche pas la possibilité de faire Baltique. Et effectivement, on a un projet, et vous l'avez sur cette carte, on a un projet qui est plus impactant, 1300 hectares au lieu de 1000 hectares, beaucoup plus de matériaux à extraire, 51 millions de mètres cubes. C'est l'équivalent de 30 tours Eiffel si on la mettait dans un parallélépipède. Et un coût plus important, 829 millions, si on compare des solutions conteneur à conteneur. Donc voilà, le choix que nous faisons, c'est le choix du conseil de surveillance, c'est le choix du conseil de développement. Tout le monde s'est prononcé dans nos instances, mais on veut vous entendre et c'est le but du débat public. Le choix, c'est ça, c'est une emprise foncière optimisée, un volume de matériaux plus faible. Je ne vais pas revenir sur tous les détails, et c'est la solution que nous avons mis en évidence. Le planning, et je terminerai par ça, je ne sais pas si j'ai été trop long ou pas assez long, je suis dans les temps, j'ai un peu couru, excusez-moi, et je reviendrai dans les questions si vous n'avez pas tout saisi. Un planning, donc le débat public maintenant, une décision de poursuivre en 2018, l'ensemble des processus administratifs qui vont suivre, la recherche d'un opérateur de manutention, qui est quand même l'élément principal des années 2020, et puis démarrage de travaux et livraison. Je pense que ce projet, c'est un projet que nous avons mûri avec toute la place portuaire depuis plus de 10 ans. C'est un projet que je connais bien, puisque c'est un projet que j'ai démarré moi-même en 2009
avant de quitter Dunkerque en 2012 et que j'ai retrouvé en revenant en 2014. Et je pense que nous avons là une chance unique de pouvoir faire du développement important à Dunkerque. Je vous remercie. Bien.